pour aller séduire quelqu'un, selon moi, il faut vraiment être séduire. En tout cas, être prêt à accueillir une relation et ensuite se mettre en mode séduction. Il faut déjà être pas mal aligné. Alors qu'on ne le sera jamais totalement. On a tous des zones d'ombre et c'est OK. On évolue tout le temps, on change d'avis. Ouais. C'est pas un souci. Mais je pense que questionner ses envies, ses besoins, par exemple, mes valeurs, c'est ça. Et moi, je veux quelqu'un comme ça. Ouais, mais ça veut dire quoi? Bienvenue dans le podcast Les Chroniques de Bisous. Je suis Pauline, votre animatrice dévouée. Bisous est une agence de rencontres nouvelle génération qui souhaite ralentir la course au match pour revenir à des rencontres hors téléphone et avec davantage de spontanéité. Chez nous, pas d'algorithme, pas de swipe, mais des matchmakers humains qui sélectionnent des profils sur mesure pour vous. Préparez-vous à plonger dans l'univers de l'amour, des rencontres, du dating, du célibat et des relations longues. Attachez vos ceintures, c'est parti pour une aventure palpitante avec les Chroniques de Bisous. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, bienvenue dans notre nouvel épisode. Nous sommes exceptionnellement à Bruxelles pour cet épisode, accompagné de Anouk de chez Feminity Podcast. Salut. Hello. Ça va, Pauline? Super. Merci. Je suis contente d'être là aussi, moi. On est là pour parler de ton métier. Donc, tu es love coach. Est-ce que tu peux nous raconter quel genre de personnes tu accompagnes? Si tu accompagnes plutôt des hommes, plutôt des femmes? Écoute, comme tu l'as bien dit, je suis love coach. Maintenant, on parle de life coach au départ. On apprend à coacher. C'est surtout le questionnement, parce que je pense que ce qui est important dans la vie, c'est pouvoir se poser des questions pour avancer. C'est pas forcément de donner des théories. Donc, on peut se retrouver à un moment donné dans sa vie à se poser des questions sur pas mal de sujets, dont l'amour. On s'est tous posé des questions sur l'amour, oui. Et tous les jours. Oui. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir faire avancer des personnes sur des blocages qu'elles rencontrent, que ce soit dans les relations amoureuses, familiales, au travail. Quand tu es tout seul dans tes pensées, c'est pas toujours facile de savoir ce qui t'appartient, ce qui t'appartient pas. Donc le coach va pouvoir venir questionner tes peurs, tes croyances, tes besoins et peut-être venir clarifier ta pensée. Donc c'est vraiment au départ, c'est plutôt quelqu'un qui va allumer un gros spot et qui va pouvoir reformuler certaines choses que tu vas dire parce que tu es dans le flow de l'action et que tu n'aurais jamais dites si tu avais gardé ça pour toi. Oui, donc tu vas mettre en lumière... C'est ça. À certains moments de vie d'une personne pour qu'elle puisse trouver le chemin facilement, en fait. C'est ça. La décision qu'il faut. Tout à fait. Et il y a des choses qui sont complètement inconscientes qui vont se libérer que parce que j'amène une question. Okay. Donc ça, c'est fou. Les personnes me disent, oui, j'avais préparé cet entretien, j'étais très stressée, mais j'aurais jamais imaginé que j'allais parler de ça et que ça allait se passer comme ça et que je pensais ça. Ouais. Et tu vois, c'est vraiment le flux des questions qui vont faire que la personne va se révéler. On parle de maïeutique, d'accoucher de quelque chose. Donc ça, c'est la première partie, vraiment coaching. Et après, il y a une partie qu'on peut appeler accompagnement. Là, c'est un peu différent. Je vais pouvoir les accompagner sur certaines thématiques. Donc, il n'y a pas, je t'ai dit là tantôt un petit peu en off, il n'y a pas vraiment de théorie. Il n'y a pas de définition de l'amour propre. Enfin, on a chacun notre définition à nous. On peut chacun avoir envie d'une forme de relation. Ça peut être parce que c'est quoi un couple aujourd'hui? C'est quoi j'ai envie de la liberté, mais c'est quoi la liberté pour moi? Ces choses sont très personnelles. Ouais. Donc, ce qui est pas mal, c'est de pouvoir quand même transférer des connaissances qui, elles, sont universelles. Comme par exemple, tiens, c'est quoi l'ego? Ouais. Comment ça se fait que l'ego interfère dans mes pensées? Comment faire la distinction entre peut-être mon cœur et ma raison, si tant est qu'il y ait un cœur? Pour moi, le cœur, c'est un organe qui bat. C'est plutôt mon ego et mon raisonnement, mes peurs. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'en coaching, tu ne vas pas forcément transmettre, mais en accompagnement, bien. Donc, ou alors, par exemple, quelqu'un qui dit, voilà, moi, j'ai une vision un petit peu très noire de moi-même. Je trouve que je suis assez négative sur ce que je suis. Elle ne trouve plus les parts de lumière qui la composent. Du coup, c'est un peu difficile et on va sûrement en parler au niveau de la séduction, de peut-être pouvoir attirer quelqu'un, briller. Forcément, si quand tu te décris toi-même, les premières choses qui te viennent à l'esprit sont plutôt des parts d'ombre, peut-être aller voir comment on peut décortiquer ça, questionner ça. Et donc, c'est tous des concepts et un accompagnement que je peux faire pour que la personne, petit à petit, retrouve la voie de qui elle est vraiment aussi. En tant que love coach, est-ce que tu as un type de personne qui vient te voir qui est assez régulier? Dans le type d'accompagnement, tu as soit les one-shots, soit des gens qui vont travailler sur du plus long terme.
En général, les personnes qui viennent pour un one-shot ont déjà travaillé sur elles et se connaissent assez bien. C'est peut-être juste un petit déblocage ou alors la question est tellement spécifique qu'elle peut être réglée assez vite, entre guillemets, et une séance suffit. Maintenant, il y a des problématiques et je mets un gros guillemets sur problématiques, il y a des questionnements qui demandent ou qui nécessitent plus de temps. Et donc, on va prolonger les séances. Et alors, s'il y a de l'accompagnement, forcément, c'est en plusieurs séances aussi. Donc ça dépend. Maintenant, quand tu me dis, est-ce qu'il y a une typologie de personnes qui vient chercher ou du coaching ou de l'accompagnement, je dirais non, parce que déjà, j'ai pas envie de catégoriser, mais je dirais que c'est principalement des personnes qui ont envie d'avancer, qui sont prêtes à avancer, qui veulent opérer un changement, mais qui n'ont peut-être pas les ressources, les moyens ou les personnes pour pouvoir juste parler. Et qui ont besoin aussi peut-être d'intimité ou de pouvoir se livrer, comme je te disais, sans jugement. Ouais, tu disais, c'est vrai que la dépendance affective, c'est un peu le nerf de la guerre. Ouais. Et donc, est-ce que tu t'es spécialisée dans la dépendance affective parce que tu t'es rendu compte que dans tes demandes, tu avais souvent le même problème qui revenait, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours attiré? En fait, il y a un peu des deux. Ok. Ça m'a intéressée parce que j'ai été moi-même dépendante dans une relation qui a occupé un tiers de ma vie, où voilà, je me suis beaucoup oubliée parce que, avec le recul, je sais très bien que je manquais d'amour de moi-même. Et j'ai un petit peu été vraiment à la merci de la personne par ma faute, entre guillemets, hein, parce que c'est pas ma faute, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose de personnel au départ. Et j'ai eu tout un cheminement de réflexion sur moi-même où j'ai commencé à chercher des solutions, des questionnements personnels. J'ai essayé de trouver des outils pour avancer, pour m'en sortir, pour comprendre pourquoi j'étais dépendante comme ça, d'où ça venait, quelle était la cause. Excuse-moi, mais comment tu t'en es rendu compte que tu étais dépendante? Je rebondis tout de suite Oui, parce oui, bien que... sûr, tu as raison. À partir du moment où tu n'arrives pas à faire un choix sans l'avis, le consentement, le jugement positif de ton partenaire, c'est compliqué. Si tu n'arrives pas à faire une action de manière apaisée, en te disant mince, il va mal le prendre, non mais est-ce que c'est ok? Enfin, si tu te fais passer systématiquement en deuxième lieu, si tous tes objectifs sont conditionnés par l'autre, si tu mets l'autre au centre de tout, absolument tout, ça peut être ton réseau. Tu vois, tu commences à moins voir tes amis. Et ça arrive parfois dans un début de relation, et ce qui est normal, hein, c'est ce qu'on appelle la fusion. Et ça s'estompe un petit peu après, et tu as des relations fusionnelles obsessives qui là vire un petit peu, tu vois, c'est cette image un peu passionnelle et après conflictuelle qu'on peut avoir. Oui, mais logiquement, la fusion diminue, chacun trouve sa place et c'est un phénomène tout à fait normal en fait, il n'y a pas de mal. Mais c'est sûr que quand cette fusion, elle déborde et que toi, tu es un petit peu en position plus basse que l'autre et que tu fais tous tes choix, en fait, tu n'as même plus de choix personnels. Ouais. C'est-à-dire que tu aimes ce qu'il aime. Finalement, j'irai pas en vacances avec mes amis, je préfère rester avec toi. Enfin, toutes les choses que tu aimais, tu les délaisses aussi. Ça devient un petit peu compliqué. Ouais. Toi, tu t'en es rendu compte pendant la relation ou après? Pendant la relation, je me suis rendu compte que ça partait d'abord aussi une dépendance aussi financière, une dépendance parce que j'étais pas très loin dans ma vie à ce moment-là, parce que la personne avait une certaine aura et j'avais une estime de moi-même qui n'était pas très haute. Et toutes ces choses-là, ce manque de confiance, a créé en fait un espèce de gouffre en moi où je me suis vraiment accrochée à l'autre. Donc c'est sûr que je sais très bien qu'en en parlant autour de moi à l'époque, j'avais remarqué que c'était quelque chose de fréquent. Ouais. Et tu peux avoir de la dépendance par rapport à un parent qui, voilà, tu as toujours besoin de son assentiment, parce que tu veux sa reconnaissance, tu veux te sentir valorisé, tu vois. Ouais, En soi, tu dois pouvoir faire tes choix, peu importe ce que l'autre pense, même si tu l'aimes, même si tu dois être convaincu que ce que tu fais est bien juste parce que tu l'aimes et que c'est ok, tu vois. Alors, si je comprends bien, quand tu es dépendant affectif, c'est aussi parce que quand tu as été enfant, tu as eu un manque de reconnaissance d'un des deux parents? Il y a souvent une blessure qui se fait. D'une autorité, ouais, en tout cas. Il y a une blessure qui se fait, principalement celle de l'abandon, qui se fait
à un très petit âge, donc vraiment dans l'enfance. Ça peut être très très petit, hein, ça peut être de 0 à 3 ans, ça peut être à 4 ans. Mais il y a plusieurs blessures. Et c'est Oui. vrai Les que... 5 blessures. Voilà, c'est ça. Mais c'est On en vrai que... parlait avec Ouais. Chloé tout à l'heure quand on déjeunait et on parlait de toutes les blessures qu'il y avait. On expliquait à Nicolas ce qu'étaient les 5 blessures parce qu'il ne connaissait pas. Mhm. Et c'est vrai que d'ailleurs, c'est un livre Oui. que je vous conseille de lire parce que, alors, il faut être un peu accroché parce que c'est toujours très dur de voir le miroir, hein, de se prendre qui Ouais. on est et les blessures qu'on a en pleine face. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai très mal vécu. Mhm. Ça a été hyper dur, mais de l'autre côté, c'est peut-être ce qui m'a le plus aidé dans un cheminement vers moi-même, pour justement me retrouver, etc. et travailler sur moi-même. Mais c'est vrai que ce bouquin, il est incroyable. Mais l'autrice en parle aussi, enfin l'auteur en parle aussi, aussi en disant que... Je crois qu'elle met en garde le lecteur en disant attention, peut-être que tu vas dire que je raconte que de la merde, mais en fait non. Ça, c'est parce que ton ego est en train de te dire Oui, que oui, non, c'est pas moi je réagis pas comme ça, non mais complètement. jamais. Et en fait, si je peux revenir sur la question d'avant, les gens qui sont capables de venir en coaching ont baissé la garde et sont dans un côté plus humble de leur personne et Ouais. acceptent qu'effectivement, ils ont peut-être une part de responsabilité et que peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui se trame et ils sont ouverts Ils sont à prêts à se questionner. entendre Voilà, c'est ça. qu'ils ont leur part de responsabilité. Et ça, je pense qu'en effet, c'est très, très, très dur quand ton ego, il est bloqué depuis plusieurs années et que, tu vois, genre, il existe, il est là et il fait barrage parce que du coup, j'ai lu Les 5 blessures, comment les guérir. comment les guérir, et dedans, elle parle de ça. Je pense que plus t'attends, en fait, plus le temps passe, plus c'est difficile que l'ego ne prenne pas toute la place et de te rendre compte que c'est l'ego qui gère ta vie. Oui. Et que quand tu arrives dans justement un coaching ou même juste quelqu'un qui pose une question un petit peu trop bien placée, ça peut tout de suite tout déconstruire. Ça peut être très déstabilisant, je pense. Mais tu sais, j'ai eu quelqu'un en coaching. Ça a été très compliqué parce que, tu vois, tu disais, voilà, on peut lire le livre et cet ego qui résiste. Moi, j'ai eu cette personne pendant 1 heure et demie. J'allais te Je l'ai pris demander. plus longtemps. J'ai dû terminer cette session plus tard parce qu'il y avait cet ego qui dominait. Et en gros, elle me disait, non, mais en fait, j'ai pas de problème. Je dis, mais pourtant, tu es venue jusque-là Ouais. et tu me dis que ça va pas. Non, mais finalement, ça va. Et donc, en fait, il y avait une espèce de résistance très, très intense. Et j'ai dû vraiment aller batailler avec mes questions Ouais. pour qu'à un moment donné, le mur tombe. Mais Ouais. c'était très compliqué. Ouais. Donc ça, c'est vrai qu'il y a énormément de résistance. Tu sens que tu es poussé par ton envie d'avancer qui te fait passer le cap de prendre un rendez-vous. Ouais. Et puis après, tu as ce mur de non, je vais encore batailler jusqu'au bout et je ne lâcherai pas. Ouais, je vois très bien. Mais j'allais te poser la question, donc c'est très bien si tu avais eu des coachings où justement tu te rends compte que la personne en face de toi, elle n'est pas encore prête à entendre les choses qui... Ça peut être le cas, oui. Ouais, ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Ça arrive moins fréquemment. Je dirais franchement que c'est que 15%. Moi, je dirais dans les personnes que moi j'ai suivies, c'est plutôt 15%. Après, ça va être peut-être un aspect des choses que là où il y aura un peu de résistance. Ouais. Tu vois, ça va pas être toute la problématique. Oui. Les 15%, ça va être je suis là, mais en fait, non. Je sais pas ce que j'ai besoin. C'est pas forcément ce dont j'ai besoin. Finalement, j'ai pas de problème. C'est les autres le problème. Ouais. C'est les autres qui doivent changer. Ouais. Moi, en fait, je fais tout bien. Oui, enfin, bon, on va pas pouvoir changer les autres. Donc, est-ce que tu veux quand même qu'on essaye quelque chose? Parce que si tu changes quelque chose, forcément, ça va avoir un impact sur les autres. Et la situation, elle peut se décanter. Donc, est-ce qu'on tenterait pas quelque chose? Oui, mais non, mais moi, je veux que lui change. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je l'amène. Donc, c'est vraiment le truc de je ne fais rien de mal, moi. Évidemment, tu n'avances pas comme ça. Mais pour revenir sur la première question qui nous a amené là, donc il y avait le fait qu'effectivement j'ai vécu ça, mais aussi que je me suis rendu compte que c'était effectivement le nerf de la guerre. Ouais. Dans le sens où on est tous dépendants, interdépendants, et heureusement, parce qu'en fait, notre condition humaine, c'est quand même créer du lien, c'est avoir de l'attachement. Ce qu'on fait aujourd'hui... c'est trop chouette. Enfin, on est en train de partager ensemble. Il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont nous voir. Enfin, voilà.
on fait toujours les choses en lien avec les autres. Oui, bien sûr. Même ceux qui disent non, moi c'est pas vrai, je peux vivre tout seul. Ok, Non, mais le jour où tu es face à la mort, le jour où tu es face à la maladie, si tu vis une difficulté, si tu veux partager une joie, il y a quand même, je suis désolée, il y a toujours une corrélation avec quelqu'un. C'est d'office. Donc c'est vrai que des dépendances, c'est intrinsèque à notre condition humaine. Et donc, forcément, si tu es blessé, si tu as connu de l'abandon, et on connaît tous, si tu as lu le livre, ils le disent aussi, que voilà, on est tous un petit peu blessés, plus ou moins fort en fonction des blessures, et tu peux, dans ta vie, peut-être être plus sensible ou moins sensible à une blessure à un moment donné de ta vie, mais on passe tous par là. Et donc, pouvoir reconnaître qu'on a des dépendances, c'est OK, du moment que les dépendances sont saines. Quand on commence à souffrir, quand on commence à ne plus avoir envie de vivre par le manque de l'autre, par son absence, par le fait que ton monde s'écroule si la personne sort de ta vie, il faut se poser des questions. Ouais. Enfin, l'amour est une drogue, elle te donne cette ocytocine qui te donne la confiance en toi, tu vas te sentir belle, tu vas te sentir confiante ou confiant, tu vas avoir l'impression que tu peux soulever des montagnes. Ouais, complètement. Effectivement, ça peut redescendre. Le but n'est pas non plus de tomber dans quelque chose où tu en as besoin tout le temps, mais dans le sens négatif du terme. Pour moi, ça reste quelque chose de sain, la dépendance, parce que dans un couple, on a besoin, par exemple, de se soutenir l'un l'autre, et je crois que c'est la base du couple, mais tu peux pas être le pilier de l'autre sans que lui soit son propre pilier. C'est pas possible. Alors, mon père, un jour, m'a dit cette phrase que j'ai trouvée vraiment hyper sage. Je lui racontais justement les différences de niveau dans le couple, en disant, en fait... parfois, tu peux être totalement bien dans ta vie et que tu vois que l'autre n'est pas du tout bien parce que, je sais pas, il a perdu son taf, il a eu un décès, il y a eu quelque chose qui fait que ça le ralentit dans la vie, quoi. Ça le ralentit pour être pleinement lui, tu vois. Ouais. Et il m'avait dit, mais tu sais, on peut pas tout le temps déjà, tu peux pas tout le temps être bien. Ah, c'est impossible. C'est impossible. Soyons honnêtes. Et tu peux pas tout le temps être aligné à l'autre. Impossible. Et en plus, parfois, c'est aussi le rôle du couple, tu vois, de soutenir l'autre et d'être le soutien de l'autre et d'élever l'autre. Et du coup, oui, c'est vrai que... Alors, il y a des... Bien sûr, il y a des... Enfin, je mets un bémol sur ça dans le sens où si tu sens que c'est un vrai problème de fond, il y a certains problèmes sur lesquels tu peux pas aider la personne. Jamais. Tu pourras jamais l'aider, sauf si la personne fait un travail sur elle-même, si elle fait un travail de pardon. Si voilà. En revanche, je pense qu'il y a certains éléments de la vie qui parfois nécessitent que l'autre le tire un peu vers le haut en mode écoute, là je te soutiens, là c'est moi qui t'élève parce que je sens que c'est toi aussi un jour qui va... Moi, quand j'irai mal, ce sera à ton tour. Bien sûr. Et en fait, et ça m'a vachement apaisée quand il m'avait dit ça, parce que je m'étais dit, c'est vrai que t'attends toujours de l'autre qu'il soit au top. Et puis, quand il y est pas, tu paniques un peu en mode, oh là là, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ? Il faut pas non plus que je sacralise cette douleur et que du coup, je devienne trop protectrice, ou tu vois, et justement que je fasse, comment dire, ce métier, enfin pas ce métier, mais ce boulot de mettre de la pommade et donc de sacraliser un peu cette douleur, tu vois, et de rendre le truc en mode non mais je fais attention à lui parce qu'il est fragile, tu vois, alors qu'en fait il faut juste parfois le soutenir et que c'est complètement ok en fait qu'il soit fragile, c'est complètement ok qu'il ait besoin de toi, etc. Et j'ai trouvé ça hyper cool, et on en parlait il y a très longtemps, bien avant que je me mette en couple, et c'est vrai que ça c'était quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Tu peux être un pilier pour l'autre, mais il faut que l'autre soit un pilier pour lui-même aussi. Oui. Tu vois, donc en fait, c'est cet équilibre. C'est quand on dit 1 + 1 = 3, moi j'ai envie de dire ça, c'est vous avez chacun votre équilibre et votre pilier, et puis vous avez votre pilier ensemble. Oui, complètement. Et c'est important justement de vous définir de manière individuelle, de pouvoir vous élever individuellement dans vos choix, mais de soutenir l'autre effectivement quand il y en a un qui est un peu en dessous, comme tu disais, ou qui se sent moins bien dans son évolution personnelle, parce que bon, sinon il n'y a pas de sens dans le couple. Mais c'est vrai que le danger est de vouloir réparer la personne alors que tu n'es pas la bonne personne pour. Ça, on en parlait aussi beaucoup... dans un précédent podcast où on disait le syndrome de l'infirmière, par exemple. Ah oui, sauveur, ou héros, c'est pas possible. Ça ne peut pas marcher sur la durée. Moi, c'est vrai que j'avais cette vision-là avant,
de me dire, si la personne vit quelque chose de difficile, il faut qu'elle puisse être capable de la soutenir seule parce que, en fait, je peux rien faire pour elle, Et tu etc. sais, c'est quoi le plus grand soutien finalement? Et c'est pour ça que nous, on nous paye les coachs. C'est juste de l'écoute active, hein. Mais très peu Mais de c'est gens vrai. sont capables d'offrir une vraie écoute active sans interrompre l'autre, en reformulant, en posant des questions, sans émettre un jugement. Et parfois, on dit, mais non, mais je te jure, j'ai pas jugé. Chaque petit mot compte. Et sans se projeter aussi sur l'autre. Oui, et c'est vrai que ce qui est complexe à ce moment-là, c'est que si la thématique peut faire un petit peu vaciller votre couple parce que, imaginons que la personne perd son travail, ça peut vous mettre en handicap financier, par exemple, ou alors que je sais pas, la personne se sent un petit peu, du coup, moins en confiance ou moins en estime d'elle parce qu'elle a peur de ton regard à toi, peut-être qui baisse. Tu vois, genre, elle a perdu son travail, mais elle va penser quoi de moi? Enfin, Ouais. j'en sais rien, Oui, j'invente. l'estime, ouais. Comme ça touche aussi au couple et à toi-même, t'es pas toujours la bonne personne non plus. Donc là, il faut pouvoir aussi dire, je suis là pour t'écouter si tu as besoin, mais sans insister, sans être... Tu vois, en laissant aussi la liberté, revenir de temps en temps, fréquemment, voir si c'est OK, si la personne a besoin, mais ne pas insister lourdement non plus Ouais. par rapport à ça. Je crois qu'il faut... Enfin, surtout qu'on est tous très, très différents dans notre manière de pouvoir se guérir, entre guillemets. Il y a des gens qui ont besoin d'être seuls, Ouais, de savoir qu'ils sont entourés, mais d'être seuls. complètement. D'autres qui ont besoin, au contraire, d'être entourés, mais écoutés aussi plus. Donc, je crois qu'il faut pas mal prendre si quelqu'un te dit, voilà, j'ai besoin d'un petit peu me recentrer, mais merci, je sais que tu es là. Le plus important, c'est de pouvoir rassurer à ce niveau-là. Il y a quelques semaines, je suis retournée chez ma mère pour les vacances. Mhm. Et j'avais un souci perso, j'avais pas le moral. Et j'ai ma petite sœur qui était là. Et puis juste un jour, elle m'a juste posé une question et là j'ai déroulé, 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 déroulé. Et elle n'a rien dit. Et moi ça allait bien, tu vois, enfin ça allait mieux. Et le lendemain matin, elle me dit, oh, je suis désolée Pauline, hier j'avais pas du tout l'énergie de te répondre. Du coup je me sens nulle parce que je me sens pas du tout... Alors qu'elle a fait tout ce dont tu avais besoin. Exactement. Et je lui ai dit, mais pas du tout, tu te rends pas compte que ça m'a Parfait. fait. Ouais, exactement. Parfait. C'était nickel. Non, mais je lui ai dit, c'est parfait, merci, c'est exactement ce dont j'avais besoin. J'avais juste besoin de vider mon sac, d'en parler et pas de me donner des solutions. Parce qu'en fait, c'est pas ce dont j'ai besoin. Les solutions, je les connais. Moi qui overthink tout le temps, t'inquiète pas que j'ai évalué toutes les options. Donc, il n'y a absolument pas besoin de me dire ce que j'ai à faire ou quoi. Si je te demande par contre un conseil, parce que je n'arrive pas à prendre des décisions, bah évidemment, bien sûr, là tu me le dis. Mais bon, voilà, en tout cas, elle m'a dit, je suis désolée, je t'ai pas donné de conseils, mais j'en avais pas du tout besoin. C'est vrai que donner des conseils, malheureusement, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Mais alors ça, c'était mon erreur aussi pendant longtemps. Mais oui, ça m'a coûté, ça m'a coûté des amitiés. On l'a tous fait. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'on va voir un coach si on ne trouve pas dans son entourage quelqu'un qui peut juste écouter. Mais je pense aussi que le fait qu'on voit l'autre mal peut créer du mal-être ou en tout cas quelque chose de malaisant en nous-mêmes, où on se sent du coup obligé de commencer à trouver des solutions pour qu'il arrête d'avoir mal. Peut-être exagérer ou en faire des caisses, tu vois, en faire beaucoup. Ouais. Et que l'autre, du coup, se sent encore plus mal à l'aise parce que toute l'attention est là-dessus et l'autre déploie de l'énergie autour. Et, tu vois, et en fait, ça part d'un bon sentiment, tu vois. Voilà. Non, mais écoute, je ris nerveusement parce que c'est exactement ce que j'ai fait pendant très longtemps. C'est-à-dire que... Mais après, j'ai été éduquée comme ça. Mes deux parents sont des personnes qui sont vraiment... Ça va pas? Bon, c'est quoi la solution? Direct. Il faut trouver, quoi. Il faut trouver, il faut que machin, il faut qu'on mette un plan d'action, il faut qu'on machin. Ce qui est génial, parce que du coup, ce qui fait que c'est hyper rassurant, parce que du coup, tu te dis, ok, donc il y a toujours une solution. Oui, c'est rassurant, mais si je peux me permettre, est-ce que ces solutions qu'ils amènent sont les leurs ou ils te questionnent sur qu'est-ce qui serait ta solution? C'est plus... ils me donnent pas ils me donnent plusieurs options. En disant, voilà, c'est quoi les solutions? Les solutions, c'est que soit tu fasses ça, ça reste leur version à eux de la solution. Oui, c'est vrai. Mais quand tu es jeune, tu as un peu besoin, je pense, d'être guidée. Enfin, moi, j'en avais besoin, en tout cas, je pense, d'être guidée. Enfin, je l'ai pas mal vécu. Mais ce qui fait que de l'autre côté, j'agissais pareil avec mes amies qui, elles, n'avaient pas du tout été éduquées comme ça. Ça qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu veux que je trouve une solution? Et ouais, c'est ça. Et moi, j'étais là en mode, bon, t'as pas... Moi, typiquement, si quelqu'un vient me dire... Enfin, avant, parce que j'essaye vraiment de faire un travail depuis plusieurs mois, du coup, maintenant, ça va presque faire 1 an sur ça.
parce que j'ai eu ce truc de une copine qui vient me voir et qui me dit bah voilà, j'ai pas le moral, j'ai ci, j'ai ça. Bon, ok. Alors voilà ce qu'on va Alors faire. lundi, première heure. Et voilà. Et en fait, c'est horrible de faire ça parce que la personne, elle a pas du tout besoin de ça. Et je pense que pareil, en fait, ça c'est pareil, je l'ai appris pendant que moi, je vivais des trucs pas cool. Je me disais, mais en fait, arrête de. Enfin, j'ai écouté un podcast de Chloé Bloom, Oui. que j'aime beaucoup, qui parle de laisser la vague passer. Et ce qu'elle décrit dedans est hyper fort et que je trouve génial, c'est qu'en fait, elle dit parfois tu vas résister à cette situation inconfortable parce que tu veux absolument sortir de cette zone, enfin de ce moment inconfortable parce que c'est humain. Personne n'aime souffrir et donc On tout est de suite tu d'accord. veux que ça s'arrête. Sauf que parfois, le fait d'accepter la situation et te dire ok, bon, bah là par exemple, ça va être très dur pendant quelques temps et de te laisser porter par la vague, et bah ça va se passer beaucoup plus vite et Bien beaucoup sûr. moins violemment pour toi. Et quand j'ai su ça, c'était à l'époque où j'avais eu des décès, des choses comme ça et tout, donc c'était pas ouf. Et ma mère aussi, enfin voilà, c'était vraiment un moment très dur. Et j'avais envoyé ce truc-là à ma mère en disant laisse la vague passer. Alors, bon, au niveau des développement personnel, ma mère est différente. Enfin, on n'est pas au même niveau, dans le sens où ma mère commence à peine son cheminement vers le dev perso. Et donc, moi et ma petite sœur, pour le coup, on lui montre un peu la voie en mode tiens, tu devrais lire les 5 blessures, tu devrais lire les 4 accords Toltec. Enfin, voilà. T'as encore oublié ce livre dans la chambre, mais qu'est-ce que tu... Non, ouais, c'est ça. Et du coup, Ouais. maintenant, elle nous donne. C'est elle qui me donne des conseils, enfin des bouquins maintenant. Chouette. Tu devrais lire et tout, donc ça, c'est génial. Laisser passer la vague, je pense que c'est la meilleure chose. Et mon père m'a toujours dit aussi ça. Lâche-la faire. J'étais là, mais alors lâche-la faire, merci, mais alors c'est la Oui, pire c'est ce que chose. j'allais te dire, c'est que beaucoup de gens, quand on leur dit comme ça, bah, il faut juste accepter. Ah Alors, ouais, ils me mais disent, non. ouais, mais t'es mignonne, quoi. Non, Comment c'est trop j'accepte parce qu'effectivement, c'est un peu si on te dit, par exemple, ne pense pas à ça. Bah, oui. Oui. Voilà. Donc, Oui. c'est vrai que Ne ça a pense l'air... pas à un éléphant rose, tu vas Ça, penser ça à a quoi? l'air toujours très très simple. Donc je pense qu'il faut peut-être décomposer le laisse la vague, laisse passer la vague. Il faut peut-être le décomposer ou accepter. C'est la même chose. C'est Bah, relater les ouais. faits, peut-être les reformuler soi-même, les écrire, les relire. Mais alors, écrire, je pense que ça peut être... Enfin, en tout cas, pour quelqu'un qui a beaucoup d'énergie comme moi, par exemple, et je sais que c'était très dur à mettre en place parce que justement, je suis une boule de nerfs et que j'ai tout de suite besoin de mettre des choses en place. C'est-à-dire que, moi, quand ça allait pas, je faisais un méga ménage chez moi parce qu'il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas rester comme ça. Et ben, écrire, ça me faisait énormément de bien. Donc, je pense que l'écriture, c'est super pour vraiment vider son sac et justement bien se détendre sur ça pour attendre que la vague passe. Après, faut trouver ton truc. Tout le ouais, monde a son truc. Il y a des gens qui vont jouer de la musique, il y a Le des gens qui vont sport, danser, il y a des gens qui vont... Exactement. Voilà. Sortir avec Faut ses trouver amis. juste ton truc à toi. Exactement. Il n'y a pas de bonne. Moi, je donne la solution que j'ai trouvée pour moi, mais évidemment, il y en a bien sûr d'autres. Mais c'est vrai que laisser la vague passer, en fait, ça me fait penser comme aux crises d'angoisse, tu sais. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse il y a 2-3 ans, sans me rendre compte que c'en était. Et puis, c'est pareil, au cours d'une discussion, on me dit « Ah non, mais ça, c'est de l'angoisse, c'est des crises d'angoisse, c'est rien. » Enfin, c'est rien. Oui, bah merci. C'est violent, mais Oui. c'est pas grave dans le sens où il va rien se passer. Tu as l'impression que tu vas mourir, mais tu ne vas pas mourir. Et en fait, les meilleurs conseils que j'ai reçus, tous les conseils où on me disait, bah alors moi j'ai trouvé le truc qui marche. Ça ne marchait pas avec toi. Si, alors Ah si, si c'est d'accepter, de se dire, bon bah là je vais faire une crise d'angoisse et de l'accepter. Se dire, je l'accepte, c'est parti, allez, on y va. Oui, et puis je reconnais les signes, c'est en train de se passer. Voilà. Je pense qu'être en pleine conscience aussi, tu vois, être dans le moment présent, parce que dans laisse passer la vague, je crois que ce qui est complexe aussi parfois pour les personnes, c'est la projection dans le futur, selon moi. C'est-à-dire que tu dis, ok, laisse passer la vague, mais ça va prendre combien de temps ? Automatiquement, il y a cette donnée temps. Ouais. Donc, laisse le temps de côté. Le temps n'existe pas. Oui. Et focus-toi sur le moment présent. Alors, je sais que c'est bateau, mais n'empêche que c'est plus accessible. Complètement. Tu vois, te dire, ok, bon, ben, je termine mon après-midi. Et puis, en fait, je pense pas à ce que je vais faire la semaine prochaine, demain. Voilà, je termine mon après-midi. Oui. Et quand j'attaque ma journée, je pense aux tâches de ma journée. Oui. Et ce qui va me permettre de me recentrer
ton exutoire. Donc toi, c'est l'écriture. Quelqu'un d'autre va dire, j'ai besoin d'aller faire un bowling, de voir mes amis, de me distraire. La distraction va te permettre de ne plus être focusé sur le problème. Et en fait, les choses se mettent en place comme ça. Mais donc, c'est vrai que je dirais que laisser passer la vague d'heure en heure, de jour Oui, en de jour jour. en jour. Voilà. J'avais lu une interview d'une femme, alors malheureusement je ne sais plus qui c'est, mais je sais que c'était quelqu'un de connu, qui racontait qu'elle avait perdu son mari du jour au lendemain et qu'elle était maman d'un enfant de 2 ans. Donc très dur. Et elle disait, moi ce qui m'a le plus aidée, c'était au jour le jour. Je vivais au jour le jour. J'étais incapable de penser plus loin que ma journée. Et je pense que ça, c'est pareil dans les moments intenses de grande douleur ou d'angoisse ou autre. C'est pas mal de penser comme ça, de se dire, écoute, là, je vis la journée et on verra demain et c'est pas grave. Et pareil, de dormir, de juste passer la journée et la nuit dessus. Ça, c'est pareil, c'est un conseil que j'ai reçu toute ma vie, de dire, attends, dors dessus. Demain matin, tu prends une décision, mais là, d'abord, tu te calmes. Finalement, on devrait tous vivre comme ça, tout le temps. C'est parce qu'on se projette dans le futur et qu'on crée des situations qui ne vont jamais exister qu'on commence à se sentir mal. Donc, même si tu as un projet excitant, etc., et puis tu te dis, ouais, putain, je vais jamais y arriver, c'est dans 3 ans, il va falloir que je tienne, va falloir... Et en fait, tu es en train de créer déjà des situations improbables. Alors que tu pourrais te dire, ok, je me focus sur ma journée. Aujourd'hui, par rapport à ce projet qui est mon cap, j'ai déjà fait ça, tu vois. Et pas forcément, mais j'ai pas fait ça. J'ai déjà fait ça, et mon cap est loin, c'est ma direction. En plus, c'est sympa parce que tu te dis, tu as un cap, mais le cap, ça veut dire que tu vas vers quelque chose, mais tu as le nord, tu as quand même le nord-ouest et le nord-est. Tu as quand même encore de la latitude. Se dire que le chemin, il a que deux directions, c'est horrible. C'est hyper angoissant. Tu dois garder cette fluidité et le fait de pouvoir se focuser sur ta journée et te projeter quand même sur un cap global qui est quand même une direction de vie, te permet quand même de toujours t'ajuster et te dire, parce qu'on croit parfois qu'on veut quelque chose ou que c'est par là qu'on doit aller, mais souvent c'est pas le cas. C'est parce que tu fais cette chose que tu te rends compte qu'en fait finalement c'est plutôt cette chose-là que tu veux. Donc je crois que ça c'est aussi important et on devrait pouvoir le faire aussi dans les moments positifs ou avec des projets ou enfin peu importe. Tu vois, dans toute situation, en fait. Je viens de lire un bouquin qui s'appelle « Qui a peur des vieilles ?» que je recommande vraiment. Alors, le titre est un peu... voilà, mais c'est vraiment intéressant parce que c'est un aspect historique, biologique, enfin, voilà. Une fois que tu enlèves ces données temps et que tu penses que la vie est... Enfin, vie, c'est vitalité. Donc, en fait, quand on te dit « t'es jeune, t'es pas jeune, tu vieillis », en fait, c'est la vitalité. C'est pas la jeunesse. Tu vois, la jeunesse... là, tu dis, oui, tu fais pas ton âge, je l'ai, tu vois. Mais ce qui fait que je vais avoir l'air pétillante, vivante, c'est toute cette énergie que je vais mettre dans ce que je fais. Et peut-être que quand tu vois une petite grand-mère de 85 ans qui est toute coquette, toute pimpante, toujours en essayant... et qui s'implique dans des choses, en fait, c'est la vie qui coule dans ses veines qui fait... Mais la vitalité, plutôt. On ne doit pas oublier qu'on est en vie et que c'est éphémère et que c'est le sens aussi. Toi, est-ce que tu as des coachings sur lesquels des red flags en coaching où tu sais que tu ne vas pas les accompagner? Ça m'est arrivé. Au départ, j'ai dit oui, alors que la personne m'a dit, j'ai essayé d'aller toquer à la porte de plusieurs coachs et on m'a dit non. Et j'ai trouvé ça assez choquant. Je peux en parler. La personne était transgenre. D'accord. Et elle me dit, cette personne me dit, voilà, je comprends pas parce que j'ai des dépendances affectives, mais j'estime que homme-femme, transgenre, peu importe, c'est quand même un sujet humain, quoi. Et donc, je me suis pris 2 portes fermées. Est-ce que tu es d'accord de m'accompagner ? J'ai dit évidemment. Oui. Ça me paraît évident. Pour moi, il n'y a pas de différence dans l'accompagnement d'une dépendance, qu'elle soit homme ou femme, à partir du moment où c'est l'histoire de quelqu'un que tu vas questionner, que tu vas faire remonter les mêmes souvenirs. Enfin, voilà. C'est sûr, mais pour moi, est-ce qu'il y aurait une différence ? Maintenant, après, c'était quelqu'un qui m'a dit par la suite qu'elle avait d'autres troubles.
dissociatif, Ok. etc. Donc là, je lui ai dit, écoute, je lui ai fait une séance pour cette partie-là. Je l'ai aidé à se poser des questions, etc. Mais je lui ai dit, je pense que je ne vais pas pouvoir aller plus loin sur cette partie-là parce que là, je pense que vraiment, il y a des professionnels qui doivent prendre le relais aussi. Mais j'ai été ouverte et j'ai fait une séance complète d'1 heure et demie. Et la personne m'a vraiment remerciée en disant merci pour le temps, merci pour ces questions-là, je les prends déjà avec moi, ça me fait du bien. Puis il y avait un souci au niveau financier, la personne ne pouvait pas forcément aller plus loin. Mais donc, voilà, là, il faut pouvoir aussi faire preuve de discernement. Ou alors, si tu sens quelqu'un qui, comme je t'ai dit, l'ego bloque, et il n'y a pas d'ouverture, limite, elle te dit, je ne sais pas pourquoi je suis venue, je trouve que vous êtes un petit peu même... Ouais, moi, j'avais fait ça, genre que j'avais été un peu dure. En fait, c'est de la personne, je sais pas, je crois qu'elle était en combat interne où elle se sentait du coup agressée par des questions parce qu'en fait, l'ego résistait. Ouais. Où j'ai dit, je suis pas sûre que c'est le bon moment en fait. Je pense pas Que que. vous Enfin, soyez, je ne que peux la pas dire personne je soit pense prête. pas, mais je laisse entendre quand même que je pourrais pas aller plus loin parce que pour moi, il faut vraiment être en phase. Faut pouvoir être capable de passer à l'action. Le coaching, c'est pas juste parler. On prend des engagements aussi pour avancer. Et avancer, c'est mener des petites actions au quotidien qui vont changer tes habitudes ou tes croyances ou observer les choses. Je vais peut-être lui dire, voilà, pendant toute la semaine, par rapport à cette thématique-là, regarde un petit peu quand est-ce que tu te sens anxieux, quand est-ce que tu as une pensée négative te concernant, et à quel sujet. Parce que bon, quand tu vis les choses, si tu prends pas note, c'est Ouais. voilà, ou essaye de regarder tel prisme, ou tiens, prends ces questions avec toi et réfléchis, ou lis cet article, ou lis ce livre-là. On en parle la prochaine fois. Donc, il y a aussi des petites choses ou alors, tiens, quelle habitude tu as envie de mettre en place ou quelle action tu as envie de faire pour penser à toi la semaine prochaine, essayer de te centrer, essaye de tester des nouvelles choses. Donc, le but, c'est de se mettre en action. Si la personne me dit non, c'est hors de question, moi, je n'ai pas envie, Oui, je peux pas aller. Voilà. Bien Donc, sûr. ça, c'est vrai que là, à ce moment-là, je lui dis écoute, je pense qu'on va en rester là. Mais si à un moment donné, tu sens que tu as envie de mettre les choses en place. alors on pourra travailler. Oui, bien sûr. Et en tant que love coach, ce serait quoi ton top 3 de conseils à donner à des hommes ou des femmes, enfin n'importe. Donc là, en questionnant les personnes sur ce qu'elles veulent, Ok. je me suis rendu compte qu'elles ne savaient pas du tout ce qu'elles voulaient. Et donc, ce que je leur propose d'abord comme conseil, c'est pas un conseil, mais c'est plus un petit travail sur elles-mêmes, c'est de redéfinir leur concept de base. C'est quoi l'amour? C'est quoi le couple? Qui je suis? Et une fois que tout ça est écrit, de voir si ce que j'ai écrit, c'est ma pensée profonde ou c'est celle de mes parents, ou c'est celle d'un goal que j'ai vu sur hashtag couple goal dans la dernière story sur Insta, ou est-ce que c'est une idéalisation d'un truc qui n'existe absolument pas. Enfin, en tout cas, de questionner ma définition. J'entends des mots très symptomatiques, comme par exemple, moi, c'est mon filet de sécurité. On parlait de pilier ou de... oui, non, mais il faut être fusionnel. Enfin, il y a des mots qui sont assez parlants. Et donc, c'est déjà complexe parce que pour aller séduire quelqu'un, selon moi, il faut vraiment être déjà... séduire. En tout cas, être prêt à accueillir une relation et ensuite se mettre en mode séduction. Il faut déjà être pas mal aligné. Alors, on ne le sera jamais totalement. On a tous des zones d'ombre et c'est OK. On évolue tout le temps, on change d'avis. Ouais. C'est pas un souci. Mais je pense que questionner ses envies, ses besoins... par exemple, mes valeurs, c'est ça. Et moi, je veux quelqu'un comme ça. Mais ça veut dire quoi? Je dirais que la première chose, ce serait vraiment ça, c'est de pouvoir questionner nos besoins, nos valeurs et se dire, OK, ça vient d'où? Est-ce que c'est vraiment moi? Et puis aller à la recherche de finalement ce que je veux vraiment. Et comment on va à la recherche de ce que je veux vraiment? C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est en expérimentant. C'est-à-dire que les gens ne se connaissent pas suffisamment et ne connaissent pas suffisamment leurs envies, leurs besoins et n'ont pas peut-être suffisamment observé les situations en se disant « Ok, ça, finalement, je suis pas trop fan. Je préfère quand la personne, elle est plutôt moins conventionnelle, un peu plus fun, un peu plus... si elle propose des activités toujours un peu plus folles les unes que les autres, ludiques. Là, c'est peut-être un peu plus intellectuel, trop... on verbalise trop. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, faire des dates. Oui. Se jeter dans le grand bain.
Non, mais vraiment, Dater. ou alors ne pas dater, mais en tout cas, être ouvert. Ouais. Ouvert à la rencontre. Ouais. Et pas forcément ouvert avec un objectif de couple. C'est pas la même chose. Bien sûr. Tu vas faire plein de rencontres qui vont te permettre de mieux te connaître toi et de mieux connaître ton besoin. Donc ça, c'est le deuxième conseil, c'est que tu vas alors, on va plus être dans les concepts généraux qu'on a déjà un petit peu nettoyés, on va être dans quelque chose de vachement plus, qu'on peut toucher. Ouais. C'est que plus je vais rencontrer des gens sans cette pression de il faut absolument que je rencontre quelqu'un, je vais affiner. Déjà, je vais me sentir de plus en plus à l'aise parce que la première fois que je parle à quelqu'un, je vais être hyper pas bien. Ouais. Je vais me sentir, je vais peut-être rougir. Heureusement qu'il fait noir dans ce bar. Mais à la 15e conversation, tu seras hyper à l'aise. Tu commences à tout doucement te décoincer, à la 30e mieux. Donc, en fait, c'est comme chaque chose qu'on ne pratique pas, pratique un maximum, voilà. Enfin, même, en fait, moins t'es stressé, ouais. plus t'es toi-même. Ouais. Et donc, forcément, ça va être beaucoup plus simple et tu vois, ça va être beaucoup plus fluide pour échanger et pour être toi-même et briller comme tu l'entends et en fait, être bien avec la personne, quoi. Alors après, je pense aux personnes qui sont introverties. Ouais, là, j'ai un petit truc pour aider. Ah, vas-y. Te focus pas sur ce que tu es en train de faire, mais plutôt sur la situation externe. Tu es dans un bar où vous êtes tous là. Pense à ce que tu ressens. Il fait chaud, il y a du monde. Putain, je dois faire la file, c'est saoulant. Ça, tu le dis à voix haute vers la personne qui te regarde, qui est à côté de toi. Putain, il y a du monde aujourd'hui, hein. Pourquoi tu dois dire bonjour, il est quelle heure Oui. Avec même une dimension de séduction. Non. Ouais. Pense vraiment juste aux pensées qui traversent ton esprit. Tu les relâches à ce moment-là, comme si c'était vraiment comme si tu parlais à ta sœur. Quelqu'un que tu connais très bien. Voilà, et qui est complètement externe à vous. Parce qu'alors, il n'y a pas de pression pour la personne non plus de se dire « Putain, qu'est-ce qu'elle me fait, celle-là? Elle est en train de me draguer, tu veux quoi ?» Et là aussi, les hommes, par rapport aux femmes, c'est parfois trop unidirectionnel. Oui. Ça va être directement, la perche est tellement longue que ton œil est crevé, j'ai envie de dire. Tu as envie de dire que tu peux pas être un peu plus subtil. Donc effectivement, le fait de pouvoir amener un élément externe qui concerne tout le monde. Oui. Tu vois, tu sais pas où on prend les tickets, mais je sais pas où sont les toits. Enfin, j'en sais rien, mais quelque chose que tu cherches vraiment. Pas inventer une situation non plus. Oui, parce que la technique de est-ce que tu as du feu, on la connaît tous. Ouais, enfin, voilà, c'est pas... Oui, en gros, soyez sincères, mais adresse-toi à quelqu'un. Adresse-toi à une personne sur un sujet sincère, mais qui ne la concerne pas directement elle. Voilà, peut-être ça débouchera sur rien, mais ce qui est sûr, c'est que tu vas avoir un sentiment de... Ah, c'était cool. Ouais. J'ai pris du plaisir parce que la rencontre, c'est ça d'abord. Oui, parce que c'est pareil. Je remarque que souvent, il y a ça. D'ailleurs, hommes comme femmes, en fait, une fois qu'ils ont un peu... on sent qu'il y a... Comment dire que j'ai perdu le mot. Mais que ça a mordu en face. Ouais. Il faut absolument que derrière, il y ait quelque chose en retour. Ouais, mais c'est ça. Un numéro, un truc échangé. Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose. Alors qu'en fait, non, justement, moi, je pense que... Le conseil que je donnerais, ce serait d'y aller sans attendre de retour, sans attendre d'objectif, sans attendre quoi que ce soit. De juste y aller. Et l'objectif, il est simple, c'est juste échange 4 mots avec une personne, sans que la personne se sente mal à l'aise, évidemment. Mais voilà, que ce soit juste un petit échange comme ça. Et je pense qu'en effet, plus tu vas faire ça, plus tu vas un peu te sentir à l'aise et tout. Mais c'est vrai que pour les personnes introverties, c'est un travail qui est encore plus dur que les personnes extraverties. Si jamais tu fais l'exercice et que tu te rends compte que la personne en face de toi, elle n'est pas réceptive, c'est pas grave. Il va rien se passer. Il va vraiment rien se passer. La prochaine personne sera réceptive. Et alors, si le dernier conseil que je donnerais, c'est quand même prendre en compte les différentes étapes qui se passent quand on rencontre quelqu'un. Parce que la connaissance te permet du coup de démystifier certaines choses. Donc tu sais que tu vas avoir un effet où tu vas idéaliser la personne, tu vas forcément voir, comme je te disais là tantôt, tu vas entendre des choses. Ah ouais, super, elle aime le cinéma. Oh, moi aussi, ça va être trop cool. Ouais, mais t'aimes le cinéma muet ou t'aimes le cinéma, les blockbusters américains de fight? Non, mais c'est pas la même chose. Le gars, peut-être il regarde Charlie Chaplin et toi, ou du cinéma d'auteur, et toi, t'aimes que les comédies françaises. Enfin, bien donc sûr. en fait, le problème, c'est qu'on va regarder avec le prisme de ce qu'on veut. Et ça va complètement contrecarrer la discussion. Donc peut-être se dire, ok, je sais que je vais avoir tendance à
à peut-être un petit peu être pas aller creuser, pas suffisamment aller loin. Donc encore une fois, attitude coach entre guillemets, questionnement, écoute active. Et l'autre personne est ce qu'elle est et je me montre telle que je suis directement. Si vraiment la personne me dit et ça va, t'aimes bien sortir, si la réponse est non, mais dis-le, tu gagnes du temps. Oui, Tu bien gagnes sûr. du temps, tu lui fais gagner du temps et c'est OK. Ouais, Il n'y a pas de stress. Encore une fois, si tu te dis ce n'est qu'une rencontre ouais. et ce n'est pas l'unique personne avec qui je vais peut-être potentiellement être en couple, Oui, voilà. mais c'est parce que je pense qu'il y a aussi ce truc qu'il faut déconstruire de vouloir absolument plaire à l'autre parce que tu cherches la validation de l'autre. Le problème, c'est la peur du rejet. C'est assez fou parce que cette personne, on la connaît de nulle part. Hein, donc, on la date, on s'est peut-être vu une fois. Et en un coup, ce qu'elle pense devient plus important que ce que toi, tu penses de toi. Et tu effaces des parties de toi. Tu es prêt à aller déjà faire des concessions avec toi-même. Ouais. Enfin, non. Tu sais, il y a plein de gens, on dit toujours, mais pourquoi physiquement cette personne... ouais, c'est peut-être pas mon idéal, mais pourquoi je suis waouh, mais parce qu'elle dégage quelque chose qui est probablement beaucoup d'assurance. Elle croit en ses convictions, en ses projets, et en fait, elle dégage quelque chose qui est juste du partage. Et voilà. Oui, quelque chose qui va te plaire et tu ne vas pas l'expliquer forcément, quoi. Tout ce que tu vas amener est suffisant pour l'autre. Oui. Vous n'avez pas la même vie, pas la même... c'est pas parce que l'autre a fait des études et toi pas, que toi t'as pas voyagé beaucoup, que l'autre a voyagé, que vous n'avez pas le même niveau. Enfin, faut un petit peu aussi lever tout ça parce qu'on va forcément se dire merde, je suis pas peut-être au même niveau. À la hauteur. Si tu n'es pas suffisamment ancré dans qui tu es, tu vas pas te sentir à la hauteur. Et ça, c'est un gros piège aussi. J'ai une dernière pépite parce que ça, c'est plusieurs personnes en coaching qui me l'ont dit. Ne venez pas avec vos déboires de toutes vos histoires amoureuses dans les premiers dates. Parce que pour la séduction, on a tous des déboires amoureux. On a tous été toxiques, on a tous fait de la merde, on nous a tous clashés, on nous a tous quittés. Oui. Alors, s'il vous plaît, passe ça au début. La vulnérabilité, tu le gardes pour une personne qui en vaut la peine et avec qui tu as déjà construit un petit cocon de bienveillance. Ouais. Mais c'est vrai que la nana qui s'est fait larguer la dernière fois, qui est encore à moitié en pleurs au premier rendez-vous et probablement de manière légitime, le gars va se dire... Ouais, ou pas. Oui. Et inversement. Oui, bien sûr. On a tous notre petit sac à dos de blessures. Oui. C'est OK et c'est tellement normal. Moi-même, je suis la première à avoir vécu des choses difficiles. Évidemment. Et il faut en effet pas le cacher. Non, mais je pense qu'il faut attendre un petit peu avant de le déballer. Oui. Parce que tu n'es pas que ça. Oui. Et en plus, c'est un cadeau de l'offrir à quelqu'un, cette vulnérabilité, tu l'offres pas à tout le monde. Ouais. Donc, vois d'abord si cette personne est connectée à toi, si vous entendez bien, si vous avez des points communs, quels points communs, et voir un petit peu, et vous voir plusieurs fois, et puis peut-être commencer à parler de choses peut-être plus fines, descendre, tu vois, progressivement. Et puis, chacun va révéler un petit peu ses blessures et peut-être comprendre du coup pourquoi il a tel ou tel petit comportement aujourd'hui. Mais au premier rendez-vous, dans les premiers rendez-vous, c'est pas forcément... Oui, bien sûr. En fait, ça rend tout de suite... ça rend ça très sérieux, alors que je pense que les rencontres devraient être très légères. Oui. Et qu'il y a un temps, je pense, pour se confier, pour tout ça, et il y a un temps aussi pour juste savourer le moment, quoi. Moi, je conseillerais de parler soit de choses externes, soit d'expériences vécues. T'as voyagé où? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Parce que là, tu vois ce que la personne a fait et donc ce qui la drive. Oui. Mais pas forcément, ah oui, non, mais alors moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Tu mets tout... C'est comme si la personne était dans les cases. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est comme on se case nous-mêmes. Oui, exactement. Avec, et nous-mêmes, on se quelles met sont dedans. vos compétences? Mes compétences, ça c'est perd ça, en ça, spontanéité. On n'est pas en ça. train de passer un entretien d'embauche, tu vois. Ouais, exactement. Donc, je pense que... questionner l'autre et parler de choses, aller voir une expo, aller voir un film, faites quelque chose et puis débattre dessus parce que tu vas apprendre énormément sur la personne à travers le regard qu'elle a eu sur la thématique du film, sur ce qu'elle a aimé, sur ce qu'elle n'a pas aimé. Qui sera beaucoup plus fine et plus juste par rapport à l'image qu'elle peut avoir d'elle-même. Et peut-être pas faire les dates, toujours le resto, le bar, tu vois. Faites quelque chose. Ah, ça, on a plein de... Faites quelque chose. On a plein de tips Chloé m'a dit ça. de place to date assez originaux là, qui vont arriver bientôt.
Et c'est vrai que oui, on a fait toute une liste de tous les place to date les plus improbables. C'est trop bien. Mais qui sont... Enfin, moi, personnellement, je me suis dit, franchement, tous ces place to date-là, on me les propose. Je serais la première à dire, OK, juste pour le challenge. Oui, mais déjà. Parce que c'est marrant, en fait, et ça change, en effet, du bar, du restaurant. Un bon date, pour moi, ce serait vraiment un truc où tu vas... Bon, après, il faut un peu avoir une petite intimité aussi avec la personne, tu vois, mais je trouve... Oui, mais tu peux réguler la journée ou l'après-midi à deux endroits, par exemple, avoir un truc un peu plus intimiste où vous allez boire un café ou j'en sais rien, et puis quelque chose un peu plus... faire une expérience. Voilà, pour le premier date, je dirais un café, etc., c'est normal. Ouais. Et après, si tu sens qu'en effet, il y avait une petite connexion, de se dire, bah tiens, je t'emmène faire une activité que j'aime vraiment. Non, mais je trouve ça une très très bonne idée et la personne est dans son élément et crois-moi, elle va être séduisante. Exactement. Et je pense que si demain tu proposes, je sais pas, à tes fans de musique et que tu dis, écoute, moi j'adore le piano. Je t'emmène dans mon univers. Je t'emmène, je te montre avec mes potes. Alors oui, tu ouvres une vraie porte et tu te montres dans ta vulnérabilité. Enfin, moi par exemple, je me mets à la place de la personne. En toute empathie, si demain on me dit tiens, tu dois faire cet exercice-là, c'est pas un exercice facile et pourtant je me considère pas comme quelqu'un d'introverti. Tu vas avoir la personne dans son élément, tu vas avoir la personne qui va s'ouvrir à toi et surtout il faut respecter ça aussi, même si tu n'as pas aimé l'expérience, parce que ça se trouve tu l'as pas aimé. Mais je pense que ça peut être vraiment cool ça peut que bien se passer pour moi. Parce que est-ce qu'on n'a pas envie d'être aimé justement pour ce qu'on est totalement? Ouais. Exactement. Donc voilà, c'est ce qu'on veut. Donc si ça n'intéresse pas la personne, mais qu'elle, enfin pas intéressée, elle a peut-être pas aimé, mais qu'elle était contente de partager l'expérience, ça peut encore fonctionner. Ça veut pas dire que voilà. Mais si par contre là le comportement est peut-être moqueur, bah, ça en dit long sur la personne aussi ou sur. Enfin sérieux, t'as vu comment les ballerines, aucun intérêt. Mais au moins tu vois le vrai visage de la personne par rapport à. Ça peut pas marcher. Et toi, tu as été totalement authentique. C'est ce qu'on disait aussi avec Martine veut pécho. C'est en fait, gagne du temps avec la personne. Tu testes l'humour. Si tu vois que vous n'avez pas le même humour, tu gagnes du temps. Laisse tomber, oui. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir en coaching. Ils ont beaucoup de mal avec la séduction, mais c'est le one-to-one à la table de resto. Il y a des blancs, je sais pas quoi dire. C'est malaisant. Il y a du bruit. C'est compliqué et elles savent pas forcément se vendre, je déteste ce mot, mais parce que justement, on parlait de cette représentation qu'on a de soi-même. Elles vont peut-être parler de leur déboire, etc. Alors que si tu fais une activité, tu vas être dans ton élément nature, peinture à fond, authentique, et tu vas être dans une forme de séduction. Et il y aura peut-être à un moment donné, vous allez à la patinoire parce que tu aimes ça, il sait peut-être pas patiner, tu vas la tenir, le tenir. Enfin, il y aura peut-être un rapprochement aussi juste tactile, la main. Enfin, tu sais, il y a des choses qui se passent qu'il n'y aura pas derrière une table à se regarder dans le blanc des yeux et avoir des blancs, tu vois. La conversation va venir parce qu'il y aura ces fameux éléments extérieurs dont on a parlé là tantôt qui te permettent de te raccrocher pour pas sombrer dans merde, ça fait 1 minute qu'on n'a pas parlé, c'est horrible. Il n'y a rien de pire en plus. Il n'y a rien de pire. Parce que tu paniques et tu te dis que c'est Enfin, je pense que c'est le plus angoissant dans un date. C'est de savoir que la personne en face ne te plaît pas et tout. Alors qu'à la limite, si la personne... Parce que c'est pareil aussi, si ça se trouve, tu vas arriver, la personne ne va pas te plaire. Mais oui. La personne ne te plaît pas, au moins, l'activité aura été cool. Oui, c'était une expérience. Voilà. C'est une rencontre, une expérience. Et c'est positif. Ouais. Écoute, merci pour tes conseils. Avec plaisir, c'était hyper prenant. J'ai envie on pourrait en parler toute la journée. Hein. C'est vrai. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Anouk ? Alors, c'est le Lab d'Anouk sur Instagram. Et voilà, je consulte à domicile ou en vidéo. Donc voilà, le Lab d'Anouk. Super. Merci beaucoup pour tes conseils. Dites-nous si ça vous a aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander à Anouk ou même en commentaire. Et restez connectés pour les Place to Date. À bientôt. À bientôt.